Bonjour tout le monde, est-ce qu'il y a des gens? J'en profite pour me recoiffer. Je lis, alors attendez. Bonjour, bonjour. Je suis pile à l'heure, je crois. Bonjour. Je sais pas si on se connaît tous là, non, hein. Bonjour à tous, merci beaucoup. Bonjour Hortense. Bonjour Camille. J'ai essayé de me recoiffer, mais j'ai vraiment une tête bizarre et avec des cheveux blancs là qu'on voit bien, bien, bien. Bon, c'est pas grave, c'est la sagesse qui rentre. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais un live sans donner un cours de yoga. Salut. Du coup, voilà, j'espère que ce sera fluide. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voulez que j'ajoute de la lumière. Ok, ou si ça vous va pas du tout, faites-moi signe. Si ça vous va, on va dire que c'est bon. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ashram, de qu'est-ce qu'un ashram. Donc je vous fais une petite introduction, je vous ferai une petite introduction sur qu'est-ce qu'un ashram, mais ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous, c'est plus mon expérience. Donc c'est une expérience très personnelle, mais mon expérience personnelle de l'ashram, ce que j'ai observé, ce que ça m'a permis de faire, et de manière générale, les bienfaits en fait, les bienfaits d'un séjour à l'ashram et comment est-ce qu'on peut peut-être essayer de trouver soit ce temps-là dans nos vies pour pouvoir y aller, soit créer un mini ashram peut-être de chez nous et essayer en tout cas de trouver les bienfaits de l'ashram dans une vie qui est souvent très intense. Ah, je crois qu'on se connaît Val Poirot, non? Je sais pas. Bon, coucou en tout cas à tout le monde. Je vais commencer parce que je crois que je suis arrivée pile pile à l'heure. Je suis jamais trop en avance. Donc, j'ai préparé des petites notes pour être sûre de rien oublier, mais je sais que je vais partir dans d'autres contrées à des moments donnés. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre soit au fur et à mesure de la où je vois les questions, ou sinon je répondrai enfin si jamais je sais que je vais aborder le thème un peu plus loin. Ok? Donc l'ashram, A-S-H-R-A-M, au départ c'est un mot sanskrit dont la racine est shram, et la racine shram ça veut dire effort, effort intense, labeur. Il y a vraiment cette idée de ah il faut travailler et ça va être dur et voilà. Et là, dans les mots en sanskrit, quand il y a la lettre A, qui est souvent en fait en réalité deux A, c'est un A vraiment intense avant de ashram, il y a l'idée du contraire. Okay, du coup, ça paraît un peu bizarre, mais c'est pas une idée de facilité forcément, mais c'est juste l'idée de se dire que en fait ashram ça veut dire c'est l'endroit où le labeur, l'effort intense devient beaucoup plus simple parce que toutes les conditions sont réunies pour faire en sorte que ce travail qui est quand même difficile de quête spirituelle, ce travail de quête spirituelle, il est rendu plus facile à celui qui décide d'aller sur ce chemin de quête spirituelle. Okay, donc c'est vraiment ashram, l'idée de rendre facile ce labeur. Okay, donc ça c'est pour la partie plus, on va dire, plus théorique. Après, il y a plein de types d'ashram. Au départ, l'ashram, c'est vraiment un lieu isolé dans les montagnes, donc forcément entouré de nature, où il y a un gourou avec quelques disciples, et l'idée, c'est de cheminer sur voilà, son chemin spirituel et de prendre les enseignements du gourou, d'observer qui on est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et petit à petit peut-être d'arriver à une forme d'illumination. Aujourd'hui, les ashrams, ils sont devenus... Il y a cette essence qui est là dans le sens d'apprendre les enseignements d'une personne qui est physiquement là, ça peut être un gourou, ou d'apprendre les enseignements d'un gourou qui est déjà passé de l'autre côté, mais dont les enseignements sont restés, et d'apprendre en fait autour d'une communauté, enfin en communauté. Et il y a plein de types d'ashrams. Souvent, en général, il y a quand même cette idée que la nature est environnante, qu'il y a des valeurs qui soient soit religieuses, soit spirituelles, soit même écologiques, qui unissent, enfin en tout cas autour desquelles euh, euh,
il y a des personnes qui croient en ça et qui veulent incarner ça et vivre ça ensemble. Et du coup, il y a plein d'ashrams. Moi, j'étais dans un qui est dédié à Krishna, donc il y a un aspect plus religieux, mais il y a quand même cette quête spirituelle. Il y a Amma aussi, qui a un ashram euh, en Inde, dans le sud de l'Inde, et il me semble qu'il est en ville, donc il n'y a pas cette notion de nature, mais par contre, il y a vraiment cette notion d'être ensemble, d'accepter tout le monde, d'ouvrir son cœur, enfin, tous les enseignements que Amma diffuse dans le monde sont bien présents dans son ashram. Il y a Gandhi aussi qui avait un ashram, donc là, il y avait une dimension beaucoup plus politique pour dénoncer la colonisation. Et en fait, on voit aujourd'hui aussi même d'autres types de lieux qui se veulent ashram, qui se nomment ashram, et où en fait, il n'y a pas forcément de signification religieuse. Il y a souvent quand même une dimension spirituelle, mais il n'y a pas forcément une dimension religieuse. Donc voilà, tout ça pour dire il y a plein de types d'ashram et on n'est pas obligé d'aller non plus très loin pour trouver un ashram. Il y en a plein en France aussi. Je pense notamment à Shivananda qui pratique aussi le yoga postural, les asanas, en plus de la recherche méditative et spirituelle. Mais il y en a d'autres, il me semble, qui ne sont pas forcément liés à la spiritualité. Voilà, la journée type à l'ashram, le top du top, c'est de se réveiller hyper tôt. Donc on se lève tôt, on se couche tôt. Les cérémonies, elles commencent en tout cas moi là où j'étais, ça commençait à 4h30. Ça commence toujours très tôt. Là où j'étais, c'était vraiment 4h30, première cérémonie, donc des chants, beaucoup de chants face à Krishna. Puis ensuite, vers 5h, la cérémonie en tant que telle s'arrête et les gens restent pour prier. Donc, dans l'ashram où j'étais, qui est dédié à Krishna, ils ont un chapelet avec 108 perles et ils doivent répéter le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ils doivent le répéter. Alors quand on est novice, c'est seulement quelques dizaines de fois, et puis petit à petit on monte. Et en fait, souvent il y a besoin de au moins 2 heures de prière, donc à répéter ce mantra-là pour, voilà, pour effectuer c'est un genre, c'est une méditation en fait, une méditation avec cette répétition de mantra. Et donc il faut 2 heures, voire plus, pour répéter. Donc à 7h, reprise d'une autre cérémonie. Donc là, à nouveau, Krishna a été changé, il est vêtu, et là, à nouveau des chants. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des chants, c'est des danses. Et en fait, à 7h30, 8h, quand ça se termine, il y a vraiment cette idée de... C'est comme si on sortait de boîte à 3h du mat, sauf qu'en fait il est 7h30, qu'il n'y a eu ni alcool, ni quoi que ce soit, et il y a vraiment cette énergie de ça y est, je suis prête pour la journée. Un peu comme si vous avez l'habitude de faire du yoga postural le matin ou du fitness ou d'aller courir, quand on revient d'une course, il y a un peu ce truc de ah, ça y est, je suis bien, quoi, je peux commencer ma journée. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc on arrive du coup à 7h30, on est en pleine forme, petit déjeuner, et chacun va travailler. Donc les moines et les pas moines d'ailleurs, ont tous une tâche. Et je reviendrai un peu là-dessus sur le parallèle entre l'ashram et l'entreprise. Parce qu'il y a des choses qui sont similaires, mais il y a des choses qui sont vraiment complètement différentes. Donc chacun travaille jusqu'à midi 30, il y a une autre cérémonie qui est plus courte, puis déjeuner. Et l'après-midi, tout le monde retourne travailler jusqu'à 18h, 18h30. Là, on reprend les cérémonies qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans le temple principal. Il peut y avoir d'autres temples à côté. Là, à Govardhan Village, il y a une rivière qui s'appelle Yamuna River, qui est en fait la rivière Yamuna, qui est très importante pour Krishna. Et donc, et voilà, on se retrouve à 18h30. Il y a encore des chants. Et puis d'autres cérémonies jusque vers 19h, 19h30 avec aussi une partie de méditation. Et puis ensuite, si vous avez faim, vous pouvez manger. Et puis ensuite, tout le monde dort tôt, du coup, vers 19h30. Donc voilà pour la partie un peu plus descriptive, on va dire, de la vie à l'ashram.
Maintenant, je vais vous dire un peu en 15 points ce que moi vraiment j'ai retenu et qui m'a paru vraiment essentiel en tout cas ce que j'ai noté de la vie en ashram et de ce qui m'a paru essentiel. Ok. Premier point, le retour vers la nature. Je sais pas où vous habitez, si vous avez la chance d'habiter dans la nature. Moi, j'habite à Paris. J'ai pas forcément grandi dans la nature, mais en fait, dès que j'y retourne, il y a un truc vraiment très qui happe quoi, et qui nous ramène à notre essence de on est en fait on est de la nature et d'être entouré de nature. Ça fait vraiment toute la différence. C'est comme un week-end à la campagne. C'est vraiment, il y a vraiment les mêmes bienfaits. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que la nature, elle nous porte et c'est comme si d'un seul coup, on abandonnait. Enfin, moi, c'est ça que je ressens. J'abandonne tout ce qui est en trop et je reviens juste à ma nature physique, quoi, de je suis un corps et en fait, les arbres me font du bien et le verre me fait du bien et la simplicité, en fait. Donc, c'est vraiment le premier point, c'est retour vers la nature. Donc, pareil, on n'est pas obligé d'aller à l'ashram, juste un week-end à la campagne peut faire peut faire les mêmes bienfaits en tout cas pour cette partie-là. Et tout le principe du retour vers la nature, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on peut vivre plus simplement. C'est un des aspects d'ailleurs du yoga, dans Tapas, si vous avez déjà assisté à des cours de yoga. Que des cours posturaux, mais aussi des cours où on peut diffuser un peu plus cette philosophie. Il y a cette idée de tapas qui est l'austérité de vie, donc de vivre plus simplement, de revenir à l'essentiel. Merci beaucoup, Samantha. Donc voilà, donc l'importance de la nature. Deuxième point hyper important aussi, c'est que la nourriture est saine. Ça a l'air de rien, mais c'est important de savoir qu'autour de nous, il y a de la nourriture saine parce que parfois, on aura peut-être envie de craquer. Je pense notamment si on a des addictions au sucre ou au café, par exemple. Là-bas, il n'y a pas de café, il n'y a pas de thé. L'idée de pas de café, pas de thé, pas de sucre, c'est. Enfin, il y a du sucre, j'en reparlerai, mais pas de thé, pas de café pour pas agiter le mental et pour que la méditation soit beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Vous avez peut-être entendu parler des gunas. Les gunas, c'est. En fait, il y en a trois. C'est soit donc, rajas, donc, qui donne cet élément rajasique en nous qui va être le feu, tout ce qui est très excitants, donc comme le thé, comme le café, etc. Donc qui sont souvent liés à, voilà, vraiment à de l'excitation. Voilà. Il y a l'inverse, l'opposé, ça va être tamas, donc c'est là tout ce qui est lourd, ça va être les graisses, ça va être tout ce qui vraiment nous rend un peu flemmard. Et il y a entre les deux, ce qui est hyper sain, c'est ce qu'on appelle sattvique, donc la nourriture sattvique ou le guna sattva. Et c'est vraiment tout ce qui est très sain pour le corps. Donc ça va être des légumes frais, des fruits frais, tout ce qui est frais et en fait que la nature nous donne. Et à l'ashram, il parle beaucoup de God-made food, donc la nourriture, les aliments que Dieu nous a donnés, en opposition avec les aliments que l'homme ou la machine a fabriqués. Donc ça va être tout ce qui est en plastique, tout ce qu'on trouve dans les supermarchés, euh, avec quoi on se nourrit en tout cas pour beaucoup, on se nourrit, qui est devenu un peu la base, mais en réalité, revenons à des choses plus simples, cuisinons nous-mêmes, ou même on n'a pas besoin de cuisiner, juste couper une poire et la manger, c'est très très bon pour le corps. Donc ça, cette simplicité dans la nourriture et le fait qu'on soit entouré de ça, ça rend la vie beaucoup plus simple et ça rend la vie plus belle. Et ça paraît rien, mais c'est vraiment très important. Il y a souvent un potager d'ailleurs dans l'ashram, ou alors ils se débrouillent pour travailler avec des fermiers aux alentours qui peuvent donner de la nourriture de qualité. Bonjour. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Voilà, pas d'alcool, pas de tabac. Et pour ceux qui parfois ont envie de craquer, bah c'est vraiment là, il n'y a pas accès, donc il n'y a pas de tentation en fait. Voilà, et je voulais juste revenir sur le sucre. Il y a du sucre, et notamment parce que, en tout cas moi là où j'étais, toutes les offrandes qui sont faites soit à Krishna, soit les petites douceurs qu'on donne aux personnes après les cérémonies, elles contiennent souvent du sucre. Et d'ailleurs, la pâtisserie, il se trouve que c'était en Inde, la pâtisserie indienne, elle contient pas mal de sucre. Mais c'est à peu près le seul sucre qu'on a. Donc si on veut ne pas la prendre, on peut aussi ne pas la prendre. Mais c'est vrai que si vous avez déjà fait des désintox de sucre, on se rend compte à quel point le sucre est quand même très toxique, quoi, très addictif.
Troisième point, le lieu, il est chargé, le lieu de l'ashram, il est chargé de bonnes ondes. Peut-être parce qu'il a été choisi pour ça au départ, certes, il y en a qui savent sentir sûrement, mais aussi parce que euh, les personnes qui sont là, donc il y a des moines, j'en parlerai tout à l'heure, il y a des moines, il y a des familles, il y a des gens qui vont, qui viennent, il y a des gens comme moi qui sont juste venus pour passer quelques mois, il y en a qui viennent seulement pour un week-end, donc ça dépend aussi des règles de l'ashram. Mais globalement, tout le monde vient avec l'envie de participer à quelque chose de bon euh, et de meilleur pour le monde. Et donc, il y a cette idée de transmutation des énergies. Comme si on transmutait la colère en joie. Voilà. Donc, il y a cette idée de prendre. Et donc, tout le monde travaille à faire en sorte qu'il y ait une belle énergie dans le lieu. Euh, et en fait, ça se sent dès qu'on rentre, on sent, il y a pas le, il y a pas... On peut faire la comparaison avec si vous prenez les transports en commun ou si vous êtes dans votre voiture et que vous êtes dans les embouteillages, vous sentez la tension qui monte et l'énergie intense qui monte. Et ben en fait, l'ashram, c'est pareil, mais à l'inverse, il y a vraiment cette idée d'apaisement, le lieu s'y prête et les personnes aussi s'y prêtent. Ok. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints là maintenant. Voilà, et souvent je dis en fait, c'est les personnes qui font le lieu en fait. Il y a forcément, il y a les lieux, mais il y a aussi les personnes qui font le lieu. Et je sais pas si vous êtes déjà allé, je sais pas, ça peut être dans des dîners ou dans des soirées ou rencontrer des gens. En fait, souvent on s'attache à ah, c'est un beau lieu, etc. Mais en réalité, ce qu'on va retenir à la fin, c'est comment on s'est senti avec les personnes avec lesquelles on s'est senti. Ok. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Et là-bas, on sait qu'il y a des belles personnes. Le quatrième point, c'est vraiment l'idée de, j'appelle ça shake your booty, mais c'est cette idée qui est importante de décharger le corps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de danse, beaucoup d'accolades, beaucoup de... C'est pas de la danse forcément très belle, mais c'est cette idée de chanter, de déployer, d'ouvrir son cœur, de chanter fort, de danser, de bouger. Et quand on a ça tous les matins en groupe avant 7h30, avant 8h, en fait c'est magnifique quoi. C'est vraiment très beau et ça fait du bien. Donc bouger le corps. Et en tout cas là-bas il y a ça, même s'il n'y a pas forcément, là où j'étais, il n'y avait pas une pratique intense de yoga physique, de posture, mais il y avait cette idée voilà, de faire bouger son corps au moins une fois à la gloire de, de Dieu, de Krishna, de l'univers, appelez-le comme vous voulez. Un autre point, le cinquième point, qui était hyper agréable pour moi, et j'avais pas idée en fait de trouver ça, c'est qu'il n'y a pas de drague, il n'y a pas de séduction, il n'y a pas tout ça. Euh, et en fait, je me suis rendu compte là-bas à quel point la séduction et la drague étaient très présentes dans ma vie à Paris. Où que j'étais souvent ramenée à cette idée que je suis une femme. Alors oui, là-bas, forcément, je reste une femme et je suis perçue comme une femme, mais il y a vraiment pas ce truc de séduction parce que c'est pas, il n'y a pas cette quête de relation amoureuse et en fait, ça, c'est très libérateur et ça permet en fait d'ouvrir beaucoup plus de possibilités d'amitié et de relations entre humains beaucoup plus intense, beaucoup plus vrai, beaucoup plus d'essence à essence. Et ça, c'était vraiment formidable. Et d'ailleurs, j'étais assez choquée quand je suis revenue de ce truc qui revient tout de suite de séduction ou de vouloir plaire qu'il n'y avait pas du tout, qu'il y avait pas du tout là-bas. Et je me suis rendu compte à quel point c'est vraiment libérateur. Donc j'ai essayé de garder ça dans ma vie après. Voilà, sixième point, un point dont on parle souvent mais qui est important, la détox digitale. Si on veut, on peut ne pas avoir son téléphone. Si on veut, on peut rester en dehors des réseaux sociaux et tutti quanti. Et c'est en commençant à s'en détacher qu'on s'aperçoit à quel point on est attaché à ça. Et c'est vraiment formidable de faire l'expérience. Pas besoin d'aller en ashram non plus pour ça. Vous pouvez le faire depuis chez vous, mais c'est vrai que euh, c'est pas c'est moins facile en fait. Donc on revient à cette idée d'ashram, l'endroit où les circonstances sont réunies pour faire en sorte que cette quête
soit beaucoup plus simple. Ok, donc changer ses habitudes deviennent beaucoup plus simples et revenir à un état plus naturel. On arrive, j'ai dit, ah ouais, j'ai oublié le 7 du coup, on arrive à l'introspection. L'introspection, c'est vraiment le but. Enfin, c'est pas, non, c'est pas le but, mais en tout cas, c'est le chemin de revenir sur soi, d'observer ce qui se passe en nous, de corriger certaines choses, ou en tout cas, je pense là notamment au mental qui joue souvent un rôle de ne pas vouloir changer, de rester dans ses habitudes, etc. Là, on est capable, ou en tout cas, les conditions se prêtent pour ce qu'on puisse faire un retour sur sa manière de fonctionner. Et c'est pas forcément toujours très confortable, mais c'est très beau en fait de pouvoir voir comment on fonctionne et d'avoir cette possibilité de voir aussi tout ce qu'on projette sur les autres qui, bonjour, voilà, donc ça c'est intéressant et de savoir que les autres font la même chose que nous, c'est vraiment agréable. Ok. Pour continuer sur l'introspection, il y a cette idée, et moi c'est la première fois que je l'ai fait là-bas, cette idée du silence, c'est-à-dire que si on le souhaite, on peut faire un jour, 3 jours, 10 jours, peu importe, de silence total. On met un petit badge, je crois que vous l'avez vu si vous avez regardé le film Eat, Pray, Love, elle parle de ces jours de silence, et c'est un peu vrai que c'est presque que dans un ashram où on peut faire ça. Moi, j'avais conseillé une élève de yoga de pas le faire chez elle, mais de faire 2 heures ou 3 heures, ou même quand elle rentre du travail, de faire la soirée de je ne parle pas. Mais de vivre quand même avec sa famille. Et c'est vrai que c'est difficile, clairement c'est plus difficile, alors que là-bas à l'ashram, quand tout le monde est dans cette quête d'observer, de chercher, de voir, c'est très bien compris que voilà, là c'est silence, je parle pas pendant X jours et voilà, les choses se mettent en place pour que ça rende tout soit possible. Et alors cette expérience du silence, si vous l'avez jamais faite, je vous conseille d'essayer de la faire. C'est formidable. Si vous pouvez pas la faire une journée, ou 2 jours ou 3 jours, essayez juste de la faire le soir. Si vous habitez seul, c'est parfait. Prévenez juste vos proches que vous n'allez pas répondre au téléphone, mais que tout va bien, vous êtes bien. Et si vous avez l'opportunité de faire plus longtemps, faites plus longtemps. Si vous avez même l'opportunité de faire Vipassana, c'est une expérience formidable. Donc Vipassana, c'est une méthode de méditation de 10 jours de silence complet. Donc on est en groupe. Pareil, il y a cette notion aussi d'austérité. Donc en général, c'est assez vétus, mais il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse manger correctement, se doucher et dormir. Et sinon, c'est à peu près 12 heures de méditation, 12 à 14 heures, je crois, de méditation par jour. C'est fantastique. Donc, je vous conseille, si vous avez l'opportunité de le faire. Et si vous n'avez pas l'opportunité de le faire, je parle très très vite, je vais essayer de me calmer. Faites, voilà, essayez de faire, ou même ça peut être 1 heure de silence, pas forcément assise en méditation, mais ça peut être juste, je décide là de ne pas parler pendant 1 heure et vous allez entendre tout ce brouhaha, ce bavardage dans votre tête qui est fort et qui s'atténue petit à petit, mais qui est très très fort et c'est le mental qui vous parle. Et il faut savoir se taire pour pouvoir l'entendre. 10e point, il m'en reste, je crois que j'en avais 15, mais du coup j'en ai peut-être que 14, parce que je vois que je me suis trompée dans dans la numérotation. L'autre point de l'ashram, c'est que l'entourage est bienveillant. Euh, ça ne veut pas dire que c'est des gens parfaits, ça ne veut pas dire que personne n'a de défaut et qu'il n'y a que des sages autour de nous, c'est pas le cas. Mais tout le monde est là pour, dans l'idée à la fois de s'améliorer et aussi dans l'idée de participer à quelque chose de bien plus grand que notre petite personne. Et en fait, c'est fantastique en fait d'être entouré de cette bienveillance que souvent on en parle, nous, dans nos vies, là où moi je vous en parle, je sais pas où vous êtes, mais je vous en parle là sur Instagram, tout le monde parle de bienveillance, etc. Mais en réalité, moi j'habite à Paris, il y a un stress ambiant et on vit aussi une période qui est difficile pour beaucoup de personnes, donc ça génère de l'angoisse, du stress, etc. Et c'est compliqué d'être bienveillant quand on doit gérer
la vie matérielle, de comment je vais faire pour gagner ma vie, comment je vais faire pour m'occuper de mes enfants, comment je vais faire pour... J'ai perdu mon job. Et donc ça met en place quand même une espèce d'angoisse et c'est compliqué d'être bienveillant. Là-bas, la vie est plus simple. On sait qu'on est entouré, qu'on peut compter les uns sur les autres. Fanny, elle rigole. Et donc du coup, c'est sûrement plus facile. Et on revient toujours à cette idée de l'ashram, c'est vraiment l'endroit où les conditions sont réunies pour rendre la vie plus facile. Mais d'expérimenter cette bienveillance de tout le monde, c'est vraiment hyper important. Et il y a une notion qui est très importante aussi, qui est sat, sang, qu'on retrouve aussi beaucoup, dont on parle souvent en yoga. Sat, c'est la vérité, et sang, c'est la communauté. Et c'est comment est-ce que je suis dans mon authenticité, dans ma vérité quand je suis en groupe. Et donc, ça laisse la place aux erreurs, ça laisse la place aux défauts, ça laisse la place à tout ça, mais je suis dans ma vérité. Et de savoir que tout le monde est là-dedans, ça enlève en fait un poids et c'est vraiment magnifique de vivre ça. Ce qui laisse la place à mon point suivant qui est la vulnérabilité. Euh, Il n'y a pas besoin de masque, il n'y a pas besoin chacun a son rôle à jouer au sein de la communauté, mais il n'y a pas de rôle dans le sens de personnage à jouer pour être. Bien sûr, il y en a qui jouent, bien sûr, parce que ça fait partie des dynamiques de groupe, mais la volonté, c'est vraiment de pouvoir ouvrir son cœur et de voir que les gens le font, ça donne le courage aussi de le faire. Et ça, c'est très libérateur. Moi, j'ai vécu des expériences vraiment magnifiques avec d'autres personnes que je connaissais peu, que je connaissais pas depuis longtemps. Et j'ai vu des connexions très fortes avec ces personnes-là, de cœur à cœur, pas du tout dans la séduction. Et c'est ça qui est vraiment très beau. Et d'avoir vécu ça avec des gens que je ne connaissais presque pas, des connexions aussi fortes que des connexions que je peux avoir avec des gens que je connais depuis 40 ans. Il y a vraiment, ça n'a pas de prix et surtout ça envoie le message que euh, si je peux le vivre avec quelqu'un que je connais pas aussi fortement que je peux le vivre avec des personnes que j'aime et qui m'aiment et dans lequel je suis dans un confort affectif, ça veut dire que je peux le vivre avec n'importe qui. Et donc humainement, il y a une vraie porte qui s'ouvre pour potentiellement se connecter avec même des gens que je n'aurais pas appréciés a priori. Donc c'est une belle leçon humaine, de connexion. J'arrive ensuite à la partie que j'ai un peu abordée tout à l'heure de cette idée que l'ashram fonctionne aussi un peu comme une entreprise parce qu'il y a une idée de pécuniaire. En général, c'est un peu comme une entreprise, c'est-à-dire que ça commence petit et puis petit à petit, en fonction de qui ça appelle, les communautés grossissent et quand au départ, c'était là, moi où j'étais, c'était 6 moines et 9 animaux. Je crois qu'il y avait 2 vaches, un chien, bon, bref. Au départ, c'était un campement. Et puis petit à petit, ça a grossi. Donc il a fallu faire appel. Bah, déjà, il y avait plus de moines qui étaient là. Puis peut-être à des moines ou à des non-moines hein, d'ailleurs qui savaient peut-être cuisiner pour pouvoir servir la communauté et faire à manger, peut-être à ceux qui étaient maçons ou qui savaient construire des bâtiments en dur pour éviter de rester dans les tentes. Donc en fait, à chaque fois, il y a toujours cette idée de construction et petit à petit, ça grossit et donc comme une entreprise, il y a des rôles qui sont assignés, etc. Et à un moment donné, il y a aussi cette idée d'argent. Donc souvent, c'est des communautés qui se sont créées peut-être d'abord par donation, puis il y a ensuite des business qui sont créés à l'intérieur, peut-être vendre ce que l'ashram ou la communauté a réussi à construire ou à développer à l'intérieur. Ça peut être vendre des fruits, vendre des légumes, vendre des huiles essentielles. Euh, bon, voilà, il y a mille choses à penser. Et donc, il y a cette notion d'argent. Et quand nous, en tant que, je dis touriste parce qu'on fait pas forcément, enfin on n'est pas là pour rester. On y va, il y a aussi cette notion de qu'est-ce que je donne, comment je le donne, quel est le prix juste, voilà. Donc il y a aussi cette notion d'argent, mais c'est vraiment complètement différent de ce qu'on peut rencontrer en entreprise. Et notamment dans mon point suivant, je voulais vous parler de l'employabilité, entre guillemets. Chacun a un rôle, mais c'est pas un rôle qui est défini par un CV, forcément. Bien sûr, si vous savez construire des maisons, bah, vous serez sûrement assigné au fait de construire des maisons parce que finalement, c'est ce que vous savez faire. Mais
J'avais rencontré un moine qui avait, euh, qui avait eu une jeunesse dans la finance ou dans la comptabilité. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il savait faire. Mais en fait, son envie, c'était plutôt de développer quelque chose autour des huiles essentielles, des parfums. Et en fait, voilà, on lui a donné, il a eu cette mission de le faire parce qu'il avait une réelle aspiration à le faire. Et je suis pas sûre que ce soit des choses qu'on voit encore aujourd'hui beaucoup. En tout cas, je me sens que c'est pas la norme de comment ça se passe en entreprise aujourd'hui. Et c'est assez beau de voir que finalement, tout s'apprend au fur et à mesure, quoi. C'est comme si c'était du Montessori, mais version ashram. Et je trouvais ça assez cool. Je n'ai plus que 2 points à partager avec vous. L'avant-dernier, c'est que en fait, toute cette, euh, toutes ces conditions qui sont réunies pour faire en sorte qu'on puisse dépasser les peurs, les rigidités, etc., etc., ça permet vraiment d'ouvrir son cœur et de revenir à un cœur plus pur. Moi, ça m'a fait l'effet de revenir à cette idée de l'enfant qui est là pour expérimenter, jouer, rire et danser. Et il y a un peu c'est vraiment, on se prend pas trop pour des adultes, on se prend vraiment pour des enfants qui sommes là pour apprendre et grandir. Et il y a peu d'espace comme ça, il me semble. Et donc voilà, c'était vraiment beau. Et le dernier point, c'est qu'en fait tout le monde est là pour servir un but qui est bien, qui le dépasse ou qui nous dépasse chacun de nous et qui rend les petites contrariétés du quotidien vraiment très petites et qui permet du coup de les dépasser, de s'unir les uns aux autres, de comprendre ce qui nous appartient à nous et qui est à nous de travailler. Euh, et c'est un vrai espace où on se sent en sécurité et où en même temps du coup on va pouvoir dépasser dépasser nos propres peurs. Euh, et voilà, et donc cette idée qu'on est juste un véhicule, notre corps c'est un véhicule et que notre âme elle est là pour réaliser quelque chose de plus grand que ce à quoi on s'attend, c'est assez beau. Voilà, j'ai terminé en réalité ce petit talk. C'était mon premier, donc j'espère que j'ai pas été trop redondante. Je me rends compte que j'ai beaucoup regardé mes notes et pas assez vous. Et c'est très bizarre de se regarder, se parler. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais faire un petit résumé de ce que je vous ai raconté qui sera diffusé sur la newsletter, je crois, ou sur le site de Qui. Je vous embrasse, passez un bon samedi, à très bientôt.